Le 14 mars 1995, une femme qui promenait son chien le long du canal de l'Aisne, à la sortie de Reims, découvre un sac à dos bleu marine à moitié enfoncé dans la boue. À l'intérieur, des cahiers de cours, une trousse de maquillage et un agenda en cuir rouge. Sur la première page, un nom est inscrit à l'encre noire, Laure Deschamps. Les gendarmes contactent immédiatement la famille. Le père reconnaît l'écriture de sa fille. Laure a 22 ans. Elle étudie les lettres modernes à l'université de Reims. Elle n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 11 mars au soir. Le sac est retrouvé à presque 3 km de la résidence universitaire, où Laure occupe un studio depuis septembre 1994. Rien ne manque à l'intérieur, hormis son portefeuille et ses clés. L'agenda est intact. Les pages sont légèrement gondolées par l'humidité, mais restent lisibles. Les enquêteurs le parcourent immédiatement. Les dernières lignes datent du samedi 11 mars. Laure y a noté une adresse dans le centre-ville de Reims, suivie d'un prénom masculin, Thomas. Puis 1 heure, 23 heures. Rien d'autre. Ce simple prénom et cette adresse vont ouvrir une enquête qui durera des années, car Thomas existe bel et bien. Mais il jure n'avoir jamais rencontré Laure ce soir-là. Il affirme ne même pas la connaître. Pourtant, l'écriture dans l'agenda ne ment pas. Laure avait rendez-vous quelque part avec quelqu'un, et depuis cette nuit du 11 mars 1995, plus personne ne l'a revue vivante. L'agenda rouge devient la seule trace de sa dernière soirée. Mais ce qu'il révèle soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Reims, début des années 90. La ville connaît une période de transformation. L'université accueille des milliers d'étudiants venus de toute la France. Les résidences universitaires poussent aux abords du campus. Les cafés du centre-ville se remplissent chaque soir. C'est dans ce décor que Laure Deschamps débarque en septembre 1994. Elle vient de Charleville-Mézières. Elle est fille unique. Ses parents tiennent une petite librairie dans le centre. Laure a toujours aimé lire. Elle rêve de devenir enseignante. Elle s'installe dans un studio de 18 mètres carrés au sein de la résidence Paul Verlaine. Ses voisins la décrivent comme discrète mais souriante. Elle travaille sérieusement. Le week-end, elle rentre parfois chez ses parents. Mais en ce mois de mars 1995, elle reste à Reims pour préparer ses examens de fin de semestre. Son emploi du temps est régulier. Elle fréquente la bibliothèque universitaire chaque après-midi. Le soir, elle dîne seule dans son studio. Rien dans sa vie ne laisse présager un drame. Le samedi 11 mars, Laure passe la journée à la bibliothèque comme à son habitude. Une camarade de promotion la croise vers 17 heures. Laure lui confie qu'elle a prévu de sortir le soir même. Elle ne donne pas de détails. Vers 19 heures, elle rentre à sa résidence. Le gardien la voit traverser le hall. Elle porte un jean, un pull noir et une parka beige. Elle tient son sac à dos bleu à la main. C'est la dernière fois qu'on la voit dans sa résidence. Le dimanche 12 mars, ses parents tentent de la joindre par téléphone. Pas de réponse. Ils insistent le lundi. Toujours rien. Le mardi matin, inquiets, ils se rendent à Reims. Le gardien ouvre le studio en leur présence. Tout semble normal. Le lit est fait. Des livres sont posés sur le bureau. Mais Laure n'est pas là. Ses parents contactent immédiatement la gendarmerie. Une enquête de disparition inquiétante est ouverte le jour même. Les premières recherches commencent dans un rayon de quelques kilomètres autour de la résidence. 2 jours plus tard, le sac à dos est découvert près du canal. L'agenda rouge devient alors la pièce maîtresse de l'enquête. Les gendarmes remontent le fil des jours précédents. Laure y notait ses cours, ses rendez-vous à la bibliothèque, quelques numéros de téléphone. Rien d'inquiétant. Mais cette dernière ligne du 11 mars intrigue. Une adresse rue de Vesle, un prénom, 1 heure tardive. Qui est ce Thomas? Pourquoi Laure devait-elle le retrouver? Et surtout, que s'est-il passé cette nuit-là? Avant de poursuivre cette enquête troublante, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez en ce moment. Cela nous aide à comprendre d'où viennent nos spectateurs et à adapter nos contenus. Si cette affaire vous intrigue autant qu'elle a intrigué les enquêteurs, pensez à vous abonner à la chaîne. Nous publions régulièrement des récits d'affaires mystérieuses et de disparitions non résolues en France. Et si vous voulez que nous continuions à explorer ces dossiers oubliés, laissez un like sur cette vidéo. Chaque soutien compte pour faire vivre ces histoires. L'adresse notée dans l'agenda correspond à un immeuble de 3 étages situé rue de Vesle, en plein centre-ville de Reims. C'est un quartier animé, bordé de boutiques et de cafés.
Les gendarmes se rendent sur place dès le 14 mars. Ils interrogent les résidents. Au deuxième étage, un certain Thomas Verdier, 26 ans, assistant commercial dans une entreprise de champagne. Il vit seul. Quand les gendarmes mentionnent le nom de Laure Deschamps, il semble sincèrement étonné. Il affirme ne pas la connaître. Thomas explique qu'il était effectivement chez lui le samedi 11 mars au soir. Il précise avoir passé la soirée seul devant la télévision. Il n'a reçu personne. Il n'a pas quitté son appartement. Les gendarmes lui montrent une photo de Laure. Thomas secoue la tête. Il ne l'a jamais vue. Il ne comprend pas pourquoi son prénom figure dans l'agenda de cette jeune femme. Les enquêteurs notent ses déclarations mais restent vigilants. Pourquoi Laure aurait-elle inventé ce rendez-vous? Les gendarmes fouillent l'appartement de Thomas avec son accord. Rien de suspect. Pas de traces de lutte. Pas d'objet appartenant à Laure. L'appartement est propre, rangé. Thomas coopère pleinement. Il accepte de répondre à toutes les questions. Son emploi du temps du samedi est vérifié. Personne ne l'a vu sortir ce soir-là. Ses voisins confirment qu'il mène une vie tranquille. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Les gendarmes le placent tout de même sous surveillance discrète. Les parents de Laure sont convoqués pour examiner l'agenda. Ils reconnaissent l'écriture de leur fille sans hésitation. Madame Deschamps parcourt les pages avec émotion. Elle explique que Laure notait tout depuis l'adolescence. Chaque rendez-vous, chaque événement important. Elle ne sortait jamais sans cet agenda. Quand les enquêteurs lui montrent la dernière ligne du 11 mars, elle blêmit. Elle ne connaît aucun Thomas. Laure ne lui a jamais parlé de quelqu'un portant ce prénom. C'est un mystère complet. Les camarades de promotion de Laure sont interrogés un par un. Personne ne connaît de Thomas dans l'entourage de la jeune femme. Une étudiante se souvient que Laure avait mentionné vouloir sortir le samedi soir, mais elle n'avait donné aucun détail. Elle semblait plutôt excitée, pas inquiète. Les enquêteurs vérifient les appels passés depuis le téléphone de la résidence. Laure a appelé un numéro inconnu le vendredi P0 mars vers 20h. Le numéro correspond à une cabine téléphonique située près de la gare de Reims. Cette découverte intrigue les gendarmes. Pourquoi Laure aurait-elle appelé une cabine publique? A-t-elle donné rendez-vous à quelqu'un ou a-t-elle répondu à une sollicitation? Les enquêteurs tentent de retrouver des témoins qui auraient vu quelqu'un utiliser cette cabine le 10 mars au soir. Mais la gare est un lieu de passage constant. Personne ne se souvient de rien de particulier. Les caméras de surveillance de l'époque sont de mauvaise qualité et les enregistrements ont déjà été effacés. Le 18 mars, une battue est organisée le long du canal de l'Aisne. Des dizaines de gendarmes et de bénévoles ratissent les berges sur plusieurs kilomètres. Des chiens sont mobilisés, mais aucune trace de Laure n'est découverte. Le sac à dos retrouvé 5 jours plus tôt reste le seul indice tangible. Les analyses montrent qu'il a séjourné dans l'eau boueuse pendant au moins 2 jours avant d'être découvert. Cela signifie qu'il a été jeté ou perdu entre le 11 et le 12 mars. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment le sac est arrivé jusqu'au canal. La distance entre la résidence universitaire et le lieu de découverte est de presque 3 kilomètres. Laure aurait-elle marché jusque-là? Quelqu'un l'y aurait-il conduite? Ou le sac a-t-il été transporté séparément? Les berges du canal sont isolées la nuit, peu de témoins potentiels. Les rares habitations alentour n'ont rien remarqué d'inhabituel. Le mystère s'épaissit à chaque jour qui passe. Thomas Verdier est à nouveau interrogé le 20 mars. Cette fois, les gendarmes sont plus insistants. Ils veulent savoir s'il connaît quelqu'un qui aurait pu utiliser son nom. A-t-il des amis, des collègues, des connaissances qui auraient pu se faire passer pour lui? Thomas réfléchit longuement. Il donne quelques noms. Tous sont vérifiés. Aucun lien avec Laure. Thomas semble sincèrement bouleversé par cette affaire. Il répète qu'il ne comprend pas. Les gendarmes le croient, mais ne l'écartent pas totalement. Le 25 mars, un appel anonyme parvient à la gendarmerie. Une voix masculine affirme avoir vu une jeune femme correspondant au signalement de Laure montée dans une voiture sombre rue de Vesle, vers 23h30 le 11 mars. L'appelant ne donne pas plus de détails et raccroche rapidement. Les gendarmes tentent de retrouver l'origine de l'appel. Il provient d'une cabine située près de la cathédrale. Malgré les recherches, l'appelant ne se manifestera plus jamais. Ce témoignage reste invérifiable. Les semaines passent. L'enquête piétine. Laure Deschamps reste introuvable. Son visage est affiché dans toute la ville. Les médias régionaux relaient l'affaire. Les parents lancent des appels à témoins désespérés. Mais aucune piste solide n'émerge.
Le nom de Thomas Verdier circule dans la presse. Il est présenté comme un témoin clé, sans être directement accusé. Sa vie devient un enfer. Il reçoit des lettres anonymes, des menaces. Il finit par déménager de Reims en mai 1995, incapable de supporter la pression. Les enquêteurs décident de reconstituer les dernières heures connues de Laure avec une précision chirurgicale. Le samedi 11 mars, elle quitte la bibliothèque universitaire à 17h15. Une caméra de surveillance la filme en train de franchir le portique de sortie. Elle porte son sac à dos bleu. Elle semble calme, concentrée. Elle emprunte le bus numéro 12 qui la ramène vers sa résidence. Le chauffeur se souvient vaguement d'elle. Il confirme qu'elle est descendue à l'arrêt habituel vers 17h45. Entre 17h45 et 19h, Laure rentre à sa résidence. Le gardien la voit traverser le hall. Elle échange quelques mots avec lui sur la météo. Elle monte dans sa chambre. Personne ne sait exactement ce qu'elle fait pendant 7h15. Les voisins n'entendent rien de particulier. Aucun appel téléphonique n'est enregistré depuis sa ligne. Les enquêteurs supposent qu'elle s'est préparée pour sortir. Elle a peut-être mangé quelque chose, s'est changée, s'est maquillée. À 20h30, une étudiante voisine croise Laure dans le couloir. Elle la trouve élégante. Laure porte un jean noir, un chemisier blanc sous sa parka beige. Elle a attaché ses cheveux. Elle semble pressée. Elle dit simplement « Bonsoir » et descend rapidement les escaliers. C'est la dernière personne de la résidence à l'avoir vue. Le gardien confirme qu'elle est sortie vers 20h35. Elle a franchi le portail d'entrée et a tourné à gauche en direction de l'arrêt de bus. Les gendarmes vérifient les horaires de bus ce soir-là. Le dernier bus en direction du centre-ville passe à 20h42. Si Laure l'a pris, elle a pu arriver rue de Vesle vers 21h15. Mais personne ne se souvient l'avoir vue dans ce bus. Les chauffeurs de l'époque sont interrogés. Aucun ne reconnaît formellement Laure. Les enquêteurs envisagent alors qu'elle ait pu prendre un taxi ou qu'on soit venu la chercher. Mais aucune compagnie de taxi ne retrouve de course correspondante. Les gendarmes se rendent rue de Vesle pour interroger les commerçants et les riverains. Un patron de bar situé à 50 mètres de l'immeuble de Thomas se souvient d'une jeune femme brune qui est passée devant sa terrasse vers 22h30. Elle marchait vite, semblait chercher une adresse. Elle a regardé plusieurs fois un papier qu'elle tenait à la main. Le patron ne peut pas affirmer avec certitude qu'il s'agissait de Laure. Mais le signalement correspond. Ce témoignage est noté avec attention. Si cette jeune femme était bien Laure, cela signifie qu'elle est arrivée rue de Vesle avec 1 heure d'avance sur le rendez-vous noté dans son agenda. Pourquoi? Voulait-elle repérer les lieux? Était-elle nerveuse? Les enquêteurs examinent cette hypothèse. Ils arpentent le quartier à la recherche d'autres témoins. Une vendeuse de journaux se souvient avoir vu une jeune femme brune entrer dans une cabine téléphonique vers 22h45. Elle est restée quelques minutes, puis est ressortie. Elle avait l'air tendue. Cette cabine se trouve à 200 mètres de l'immeuble de Thomas. Les relevés téléphoniques sont consultés. Un appel a effectivement été passé à 22h47 vers un numéro de Charleville-Mézières. C'est le domicile des parents de Laure. Madame Deschamps confirme avoir reçu cet appel. Elle se souvient parfaitement. Laure lui a dit qu'elle allait bien, qu'elle passerait peut-être le week-end prochain à la maison. Sa voix était normale, rien d'inquiétant. La conversation a duré moins de 2 minutes. C'est le dernier contact verbal de Laure avec sa famille. Après cet appel, les traces de Laure deviennent floues. Les enquêteurs tentent de reconstituer l'heure suivante. Entre 22h50 et 23h, que fait Laure? Se rend-elle finalement à l'adresse notée dans son agenda? Attend-elle quelque part? Rencontre-t-elle quelqu'un d'autre? Le témoignage de l'appel anonyme mentionnant une jeune femme montant dans une voiture rue de Vesle vers 23h30 devient crucial. Mais sans confirmation, il reste fragile. Les gendarmes interrogent à nouveau Thomas Verdier sur son emploi du temps précis ce soir-là. Il maintient sa version. Il était chez lui, seul, entre 20h et minuit. Il a regardé la télévision. Il a dîné d'une pizza surgelée. Il s'est couché vers minuit 30. Personne ne peut corroborer ses déclarations, mais rien ne prouve non plus qu'il ment. Son appartement ne révèle aucune trace suspecte. Les analyses ADN réalisées sur des cheveux retrouvés dans son salon ne correspondent pas à Laure. Thomas reste un mystère, mais pas un coupable identifié. Les enquêteurs élargissent leurs recherches. Ils examinent l'entourage de Laure à Charleville-Mézières,
A-t-elle des anciens petits amis, des conflits non résolus, des personnes qui auraient pu lui en vouloir? Les réponses sont négatives. Laure menait une vie sans histoire. Pas de relations amoureuses récentes, pas de dettes, pas d'ennemis connus. Ses amis d'enfance la décrivent comme gentille, discrète, travailleuse. Rien dans son passé ne laisse présager un drame. Le mystère reste entier. En avril 1995, une perquisition est effectuée dans le studio de Laure avec l'accord des parents. Les gendarmes cherchent d'autres indices. Ils examinent ses cahiers, ses lettres, ses effets personnels. Ils découvrent un carnet où Laure note parfois ses réflexions. Les dernières lignes datent du 9 mars. Elle y écrit qu'elle a hâte de terminer le semestre, qu'elle espère réussir ses examens. Elle mentionne vouloir passer plus de temps avec ses parents pendant les vacances. Rien d'inquiétant. Rien qui évoque un rendez-vous mystérieux. Durant l'été 1995, plusieurs pistes sont explorées puis abandonnées. Un homme se présente à la gendarmerie affirmant avoir vu Laure monter dans un camion sur l'autoroute A4 le dimanche 12 mars au matin. Il décrit une jeune femme brune faisant de l'autostop. Les gendarmes prennent sa déposition au sérieux. Des recherches sont lancées, mais rapidement, l'homme se contredit. Il finit par avouer avoir confondu les dates. Il ne s'agissait pas du 12 mars. Ce témoignage est classé sans suite. En septembre, une deuxième piste émerge. Un détenu de la maison d'arrêt de Reims affirme connaître un codétenu qui aurait parlé de la disparition de Laure. Selon lui, cet homme aurait laissé entendre qu'il savait ce qui s'était passé. Les gendarmes interrogent le codétenu en question. Il s'agit d'un récidiviste condamné pour vol. Il nie catégoriquement. Il affirme n'avoir jamais entendu parler de Laure Deschamps. Les vérifications montrent qu'il était incarcéré depuis février 1995. Il n'a aucun lien avec l'affaire. Le détenu qui l'a dénoncé est suspecté d'avoir voulu négocier une remise de peine. En octobre, une femme contacte la gendarmerie. Elle prétend être voyante. Elle affirme avoir eu des visions concernant Laure. Selon elle, la jeune femme est morte, enterrée près d'un bois aux environs de Reims. Elle donne des indications géographiques précises. Les gendarmes, malgré leur scepticisme, effectuent des recherches dans la zone indiquée. Des chiens sont mobilisés. Rien n'est découvert. La voyante insiste. Elle donne de nouvelles coordonnées, nouvelles recherches. Toujours rien. Cette piste est finalement abandonnée après plusieurs tentatives infructueuses. Thomas Verdier, qui a déménagé à Paris, reste surveillé discrètement. Les gendarmes vérifient régulièrement ses activités. Rien de suspect n'est relevé. Il mène une vie ordinaire. Il travaille pour une nouvelle entreprise. Il fréquente quelques amis. Il ne manifeste aucun comportement inquiétant. Les écoutes téléphoniques mises en place pendant quelques mois ne révèlent rien. Thomas ne parle jamais de Laure. Il semble avoir tourné la page. Pourtant, les enquêteurs ne l'écartent jamais totalement. Son nom reste dans le dossier. En janvier 1996, un nouveau témoignage surgit. Une femme affirme avoir vu Laure dans une gare en Belgique en juillet 1995. Elle est formelle. Elle reconnaît le visage de la jeune femme grâce aux avis de recherche diffusés dans la presse. Les gendarmes se rendent en Belgique. Ils interrogent la témoin. Elle maintient sa version. Mais elle ne peut fournir aucun détail supplémentaire. Pas de photos, pas de preuves. Les vérifications montrent qu'aucune transaction bancaire n'a été effectuée avec les cartes de Laure depuis mars 1995. Cette piste est jugée peu crédible. Les parents de Laure, dévastés, lancent une campagne médiatique plus large. Ils participent à des émissions de télévision dédiées aux disparitions. Le visage de leur fille est diffusé à plusieurs reprises. Ils reçoivent des centaines de lettres de soutien. Mais aucune information déterminante n'émerge. Certains témoignages sont contradictoires, d'autres sont manifestement fantaisistes. Les gendarmes trient patiemment chaque appel, chaque lettre. Mais l'espoir s'amenuise. Laure semble avoir disparu sans laisser de traces, au-delà de ce sac retrouvé près du canal. En mars 1997, 2 ans après la disparition, une nouvelle battue est organisée. Cette fois, les recherches s'étendent sur un rayon de 20 km autour de Reims. Des forêts, des champs, des bâtiments abandonnés sont fouillés. Des spéléologues explorent des carrières souterraines. Rien. Pas un vêtement, pas un objet, pas un ossement. Laure reste introuvable. Les enquêteurs commencent à envisager qu'elle ait pu être emmenée loin de la région, ou qu'elle soit morte dans un endroit inaccessible.
Les hypothèses se multiplient sans apporter de certitude. Les gendarmes réexaminent l'agenda rouge pour la énième fois. Ils analysent chaque page, chaque annotation. Ils cherchent un code, un indice dissimulé. Rien. L'agenda semble banal. Laure y notait ses cours, ses rendez-vous à la bibliothèque, quelques numéros de téléphone de camarades. La dernière ligne reste la seule anomalie. Ce prénom, cette adresse, cette heure. Pourquoi Laure a-t-elle écrit cela? A-t-elle inventé ce rendez-vous? Ou a-t-elle été trompée par quelqu'un qui se serait fait passer pour Thomas Verdier? Cette dernière hypothèse devient dominante. Quelqu'un aurait pu utiliser le nom de Thomas pour attirer Laure. Mais comment cette personne aurait-elle connu l'adresse de Thomas? Et surtout, pourquoi cibler Laure? Les enquêteurs cherchent des liens entre Laure et Thomas. Ils vérifient s'ils ont fréquenté les mêmes lieux, les mêmes cercles, les mêmes événements. Rien ne les relie. Ils ne se connaissaient apparemment pas. Cette absence de lien rend l'affaire encore plus mystérieuse. Comment un nom peut-il surgir de nulle part dans un agenda? En 1988, l'enquête est progressivement mise en sommeil. Les gendarmes continuent de recevoir des témoignages sporadiques, mais rien de substantiel. Le dossier reste ouvert. Les parents de Laure ne renoncent jamais. Chaque année, à la date anniversaire de la disparition, ils organisent une cérémonie à Reims. Ils gardent espoir. Ils veulent croire que Laure est toujours en vie quelque part, mais au fond d'eux, ils savent. Le temps a passé. Les probabilités diminuent. Leur fille a probablement trouvé une fin tragique, cette nuit du 11 mars 1995. Thomas Verdier, de son côté, tente de reconstruire sa vie. Mais le poids de cette affaire ne le quitte jamais. Des années plus tard, il confiera à un journaliste qu'il pense souvent à Laure. Il se demande pourquoi son nom figurait dans cet agenda. Il se sent coupable sans avoir rien fait. Il vit avec ce mystère qui a bouleversé son existence. Il espère qu'un jour, la vérité éclatera. Mais pour l'instant, le silence règne. Et Laure Deschamps demeure une ombre dans la mémoire de Reims. En novembre 2003, 8 ans après la disparition, un événement inattendu relance l'affaire. Un couple achète l'immeuble rue de Vesle où résidait Thomas Verdier en 1995. Ils entreprennent des travaux de rénovation. En vidant la cave commune, ils découvrent une vieille malle en bois oubliée dans un recoin. La malle est fermée par un cadenas rouillé. Intrigués, ils l'ouvrent. À l'intérieur, des vêtements, des journaux et une boîte métallique contenant des lettres et des documents personnels. Parmi eux, un carnet similaire à un agenda. Les nouveaux propriétaires feuillettent le carnet. Ils remarquent des dates de 1994 et 1995, des noms, des adresses, des rendez-vous notés à la main. Sur une page, ils lisent le prénom Laure, suivi d'une date, le 11 mars 1995. Ils se figent, ce prénom, cette date. Ils se souviennent vaguement de l'affaire de la disparition évoquée dans la presse locale des années plus tôt. Ils contactent immédiatement la gendarmerie. Les enquêteurs se rendent sur place le jour même. La malle est saisie. Le carnet est examiné avec attention. L'écriture du carnet ne correspond pas à celle de Laure. Les analyses graphologiques révèlent qu'il s'agit d'une écriture masculine. Les enquêteurs tentent d'identifier le propriétaire de la malle. Après vérification, elle appartenait à un ancien locataire de l'immeuble qui occupait un studio au premier étage en 1995. Il s'appelle Julien Moreau, 32 ans à l'époque, représentant commercial dans une société d'informatique. Il a quitté Reims en mai 1996. Les gendarmes retrouvent sa trace. Il vit désormais à Lyon. Il est marié, père de 2 enfants. Julien Moreau est convoqué pour audition. Il se présente volontairement. Il semble surpris. Il confirme avoir habité rue de Vesle en 1995. Il se souvient de la malle laissée dans la cave. Il pensait qu'elle avait été jetée depuis longtemps. Quand les enquêteurs lui montrent le carnet, il blêmit. Il reconnaît son écriture. Il explique qu'il tenait ce carnet pour noter ses rendez-vous professionnels. Il ne comprend pas pourquoi le prénom Laure y figure. Il affirme ne pas connaître de Laure. Il n'a jamais entendu parler de Laure Deschamps. Les gendarmes lui montrent une photo de la jeune femme. Julien secoue la tête. Il ne la reconnaît pas. Il jure ne l'avoir jamais rencontrée. Les enquêteurs deviennent plus insistants. Ils veulent savoir pourquoi ce prénom et cette date figurent dans son carnet. Julien réfléchit longuement. Il finit par se souvenir. Le 11 mars 1995, il devait rencontrer un client potentiel pour une présentation de logiciel. Ce client s'appelait Laurent. Julien note souvent des prénoms abrégés.
Il a peut-être écrit Laure au lieu de Laurent, mais il ne peut pas en être certain. Les enquêteurs vérifient cette explication. Ils retrouvent les archives de l'entreprise pour laquelle Julien travaillait en 1995. Effectivement, un rendez-vous était prévu le 11 mars avec un certain Laurent Dubois, directeur d'une PME locale. Ce Laurent confirme avoir rencontré Julien ce soir-là dans un café du centre-ville vers 20 h. Le rendez-vous a duré environ 1 heure. Julien est reparti vers 21 h. Cette information semble disculper Julien. Mais une question demeure. Comment le prénom Laure a-t-il pu se retrouver également dans l'agenda de la victime? Les enquêteurs approfondissent leurs recherches sur Julien Moreau. Ils vérifient son passé, ses antécédents, ses déplacements en mars 1995. Rien de suspect. Julien menait une vie ordinaire. Il n'a jamais eu de démêlé avec la justice. Ses collègues de l'époque le décrivent comme sérieux et fiable. Aucun lien avec Laure ne peut être établi. Les gendarmes examinent alors une autre hypothèse. Et si quelqu'un avait eu accès au carnet de Julien et avait utilisé ces informations pour piéger Laure? Cette théorie semble tirée par les cheveux, mais elle n'est pas impossible. La cave où la malle était entreposée était accessible à tous les locataires de l'immeuble. N'importe qui aurait pu fouiller dans les affaires de Julien. Thomas Verdier habitait au 2e étage. Avait-il accès à cette cave? Les enquêteurs interrogent les anciens résidents. Plusieurs confirment que la cave était effectivement commune et peu sécurisée. N'importe quel locataire pouvait y descendre. Cette découverte ouvre une nouvelle piste. Quelqu'un aurait pu consulter le carnet de Julien, y voir le prénom Laure et l'adresse de rendez-vous, puis utiliser ces informations. Mais pourquoi? Et dans quel but? Les enquêteurs tentent de reconstituer un scénario cohérent. Une personne aurait pu vouloir attirer Laure dans cet immeuble pour une raison inconnue. En utilisant un faux prénom et une adresse réelle, cette personne aurait pu créer une apparence de légitimité. Laure, pensant avoir un rendez-vous valide, se serait rendue sur place. Là, quelque chose aurait mal tourné. Mais qui? Et surtout, quel mobile? Les gendarmes reprennent l'enquête depuis le début. À la lumière de cette nouvelle découverte, Thomas Verdier est à nouveau interrogé. Il vit désormais en région parisienne. Il accepte de répondre aux questions. Il nie catégoriquement avoir jamais fouillé dans la cave ou consulté le carnet de Julien Moreau. Il affirme ne même pas savoir qui était Julien à l'époque. Ils ne se fréquentaient pas, ils ne se croisaient que rarement dans l'immeuble. Thomas répète ce qu'il a toujours dit. Il ne connaissait pas Laure. Il n'a rien à voir avec sa disparition. Les enquêteurs le croient, mais des doutes subsistent. Cette affaire est trop étrange pour être le fruit du hasard. En 2004, une expertise graphologique est commandée pour comparer l'écriture du mot Thomas dans l'agenda de Laure avec celle de Julien Moreau et celle de Thomas Verdier. Les résultats sont troublants. L'écriture ne correspond ni à Julien ni à Thomas. Elle ne correspond pas non plus à celle de Laure. Quelqu'un d'autre a écrit ce prénom et cette adresse dans l'agenda. Quelqu'un qui connaissait Laure. Quelqu'un qui avait accès à son agenda. Quelqu'un qui voulait l'attirer dans un piège. Mais qui? Cette découverte change complètement la perspective de l'enquête. Si l'écriture ne correspond à aucune des personnes identifiées, cela signifie qu'une tierce personne a manipulé l'agenda de Laure. Les enquêteurs se demandent quand et comment. Laure notait elle-même ses rendez-vous. Elle ne laissait personne écrire dans son agenda. Ses proches confirment ce trait de caractère. Alors comment quelqu'un a-t-il pu ajouter cette ligne sans qu'elle s'en aperçoive? Ou bien Laure était-elle consciente de cette annotation et a-t-elle accepté de s'y rendre malgré tout? Une nouvelle piste est explorée. Les enquêteurs examinent l'entourage proche de Laure à l'université. Ils se concentrent sur les personnes qui auraient pu avoir accès à son sac à dos, même brièvement. Une camarade de promotion se souvient que Laure laissait parfois son sac dans la salle de cours pendant qu'elle allait aux toilettes ou à la cafétéria. Elle ne le fermait pas toujours à clé. N'importe qui aurait pu fouiller dedans et ajouter une note dans l'agenda. Cette hypothèse prend de l'ampleur. Les gendarmes dressent une liste de toutes les personnes qui fréquentaient les mêmes cours que Laure en mars 1995. Ils les interrogent à nouveau, près de 10 ans après les faits. Beaucoup ont du mal à se souvenir. Certains ont quitté la région. D'autres ont refait leur vie ailleurs. Un étudiant, Fabien Roussel, accepte de témoigner à nouveau. Il se souvient avoir vu Laure à la bibliothèque le vendredi 10 mars au soir. Elle semblait préoccupée. Elle regardait souvent l'horloge. Fabien ne lui a pas parlé, mais il a trouvé son attitude inhabituelle.
Fabien ajoute un détail troublant. Ce soir-là, il a vu un homme approcher la table où Laure étudiait. L'homme a échangé quelques mots avec elle. Laure semblait surprise, puis a souri. L'homme est resté moins de 5 minutes, puis est reparti. Fabien ne connaît pas cet homme. Il ne l'avait jamais vu à la bibliothèque auparavant. Il le décrit comme la trentaine, cheveux courts, veste en jean. Ce témoignage est capital. Les enquêteurs demandent à Fabien s'il pourrait reconnaître cet homme. Fabien hésite. Trop de temps a passé. Les gendarmes tentent de retrouver d'autres témoins présents à la bibliothèque ce soir-là. Quelques personnes se souviennent vaguement d'avoir vu Laure, mais personne ne confirme la présence de cet homme inconnu. Les registres d'entrée de la bibliothèque de l'époque ont été détruits. Impossible de savoir qui était présent. Cette piste, bien que prometteuse, ne mène nulle part. L'homme reste une ombre. Mais son existence suggère que Laure a pu être approchée par quelqu'un qui voulait la manipuler. En 2006, un journaliste d'investigation reprend l'affaire. Il publie une série d'articles dans la presse régionale. Il interroge à nouveau les protagonistes, analyse les documents, émet des hypothèses. Son travail attire l'attention. De nouveaux témoignages affluent. Une femme affirme avoir vu une jeune fille, correspondante au signalement de Laure, montée dans une voiture grise rue de Vesle le soir du 11 mars. Elle n'avait pas osé témoigner à l'époque, par peur de se tromper. Les gendarmes prennent sa déposition. Mais encore une fois, sans détails précis, ce témoignage reste fragile. Les parents de Laure, aujourd'hui âgés et fatigués, continuent de chercher des réponses. Ils ont fermé leur librairie à Charleville-Mézières. Ils vivent désormais retirés dans une maison en dehors de la ville. Chaque année, ils reviennent à Reims pour commémorer la disparition de leur fille. Ils déposent des fleurs près du canal où le sac a été retrouvé. Ils espèrent toujours qu'un jour, quelqu'un parlera, qu'un indice surgira, que la vérité éclatera enfin. Mais les années passent et le silence persiste. Thomas Verdier, de son côté, refuse désormais de parler de cette affaire. Il a demandé aux médias de le laisser tranquille. Il veut oublier. Il veut que son nom soit effacé de cette histoire. Mais il sait qu'il restera toujours associé à la disparition de Laure Deschamps. Ce fantôme le poursuivra toute sa vie. Il n'a jamais compris pourquoi son nom figurait dans cet agenda. Il ne le comprendra probablement jamais. Et cette incompréhension le ronge. Julien Moreau, lui aussi, a tourné la page. Il a été blanchi par l'enquête. Son carnet retrouvé dans la cave n'était qu'une coïncidence malheureuse. Il n'a aucun lien avec la disparition de Laure, mais cette affaire l'a marqué. Il se demande parfois si quelqu'un a utilisé ses notes pour tendre un piège. Il se sent indirectement responsable, même s'il n'a rien fait de mal. Il vit avec ce poids. Il espère que Laure repose en paix, où qu'elle soit. En 2010, 15 ans après la disparition, l'enquête est officiellement classée. Aucune nouvelle piste n'a émergé depuis des années. Les gendarmes ont tout essayé. Ils ont exploré toutes les hypothèses. Ils ont interrogé des dizaines de personnes. Mais le mystère demeure. Laure Deschamps a disparu sans laisser de traces, hormis son sac et cet agenda troublant. Les enquêteurs concluent qu'elle a probablement été victime d'un enlèvement suivi d'un meurtre. Mais sans corps, sans preuve, sans témoin direct, rien ne peut être prouvé. Le dossier reste néanmoins consultable. Si un jour un indice nouveau surgit, l'enquête pourra être rouverte. Les parents de Laure y croient encore. Ils gardent espoir. Ils veulent se croire qu'un jour, quelqu'un se confiera sur son lit de mort, ou qu'un objet sera retrouvé lors de travaux, ou qu'une archive oubliée refait surface. Ils ne renonceront jamais. Car tant qu'il n'y a pas de corps, il reste une infime possibilité que leur fille soit quelque part, vivante, retenue contre son gré. Même s'ils savent, au fond, que c'est impossible. L'affaire Laure Deschamps reste l'une des disparitions les plus mystérieuses de la région champenoise. Malgré des années d'enquête, des centaines de témoignages, des dizaines de pistes explorées, aucune réponse définitive n'a pu être apportée. Laure a disparu un soir de mars 1995, en se rendant à un rendez-vous noté dans son agenda. Un rendez-vous avec un certain Thomas, à une adresse précise. Mais ce Thomas affirme ne pas la connaître. Et personne n'a jamais pu expliquer comment ce nom est arrivé dans l'agenda de la jeune femme. Les parents de Laure vivent depuis près de 30 ans avec cette absence. Ils ont vieilli dans la douleur et l'incertitude. Ils ne sauront probablement jamais ce qui est arrivé à leur fille cette nuit-là. Était-elle victime d'un prédateur qui avait planifié son enlèvement? A-t-elle été piégée par quelqu'un qu'elle connaissait?
Ou bien a-t-elle été au mauvais endroit au mauvais moment? Toutes les hypothèses restent ouvertes. Le mystère est total. Et c'est peut-être cela le plus insoutenable. L'absence de réponse. Le vide. Aujourd'hui, si vous connaissez des informations sur cette affaire, si vous étiez à Reims en mars 1995, si vous avez croisé Laure ce soir-là, n'hésitez pas à contacter les autorités. Même après toutes ces années, un détail peut faire la différence. Et si cette histoire vous a captivé, pensez à partager cette vidéo pour que d'autres en prennent connaissance. Qui sait, peut-être que quelqu'un, quelque part, détient la clé de ce mystère. En attendant, Laure Deschamps reste une ombre dans la mémoire de Reims. Une jeune femme disparue, une énigme non résolue,